Je voulais d'abord, avant de commencer, féliciter les jeunes que je viens d'entendre là. Ça m'a émerveillé. Alors, ça m'inspire beaucoup. Je vais essayer de faire des liens, d'ailleurs, avec ce qu'ils nous ont dit. Avant de commencer, je vous invite à écouter ceci. Essayer de ne pas le faire tomber. OK. Alors, on parle au sommet sur l'iPad en éducation. On voit de plus en plus de projets iPad naître un peu partout au Québec. Mais pourtant, paradoxalement, dans les écoles, les appareils mobiles des élèves sont barrés, sont interdits, sont bloqués, sont contrôlés. Il y a même des enseignants qui m'ont dit que pour être sûr de bien contrôler les appareils mobiles des élèves, ils ont utilisé une boîte à l'entrée de la classe, puis ils demandent aux élèves de déposer les téléphones dans la boîte. Je ne sais pas comment vous auriez réagi si j'avais une boîte à l'entrée de la salle, puis je vous avais demandé de déposer votre cellulaire dans la boîte. Eh bien, il y a des élèves, il y a des enseignants qui m'ont dit, bien ça c'est beau la boîte, mais ça ne marche pas. Savez-vous pourquoi? Parce que les élèves, ils ramassent un vieux cellulaire à la maison, puis c'est celui-là qu'ils mettent dans la boîte. Mais on a peur des cellulaires, mais devrait-on pas avoir aussi peur des iPads? Parce que, après les iPads et les cellulaires, il y a des caméras. Une caméra, ça peut avoir l'air banal, mais dans une salle de classe, c'est vrai que c'est menaçant. On a raison d'en avoir peur. Parce qu'une caméra, ça peut prendre des photos, ça peut prendre des vidéos. Et dans la vie de classe, on sait très bien que ce n'est pas un long fleuve tranquille. On sait très bien que la vie de classe, même le meilleur ou la meilleure des enseignantes ou des enseignants, un jour ou l'autre, ça dérape. Ça ne se passe pas comme on voudrait que ça se passe. Et on n'a pas trop le goût que ça se retrouve un peu partout très rapidement. Alors, on a peut-être raison d'en avoir peur de ces caméras, surtout que ces caméras-là sont reliées à des réseaux Internet. Et puis, bon, on peut bloquer les réseaux de notre commission scolaire, mais si on bloque les réseaux de notre commission scolaire, les élèves ont leur propre réseau. Ils ont leur réseau de cellulaire. Mais même à ça, il y a un enseignant qui racontait que dans sa classe, il avait permis aux élèves d'utiliser leurs appareils mobiles. Et puis, à un moment donné, ils voulaient s'en servir pour une activité, mais le réseau de la commission scolaire bloquait les appareils mobiles des élèves. Alors, il y a un jeune qui a dit « Ah, moi, ça ne dérange pas. » Et j'ai dit « Moi, j'habite juste en face de l'école, puis je le vois, mon réseau, il est disponible, je vous donne mon code. » Alors, ils ont pu faire leur activité d'apprentissage grâce au réseau personnel de l'élève chez eux. Alors, ces réseaux-là, donc, de les bloquer, ça ne règle pas nécessairement les problèmes. Mais si on en a peur, c'est aussi parce que ces appareils-là sont reliés aujourd'hui, appareils mobiles, iPad et compagnie, sont indissociables des médias sociaux. Ça, c'est une clé très, très importante parce que le côté médias sociaux amène une dimension virale à la diffusion de l'information. À l'accès à l'information aussi, bien sûr, mais à la diffusion de l'information. Alors, on pourrait facilement imaginer qu'une classe dans laquelle ça irait mal, parce que, par exemple, même si on interdit les cellulaires ou les iPads dans la classe, il se peut que le fait qu'on l'interdise, il y a 2 élèves qui, eux autres, ont décidé qu'ils allaient régler le compte du prof. Puis ces 2 élèves tannants-là, ils font perdre les pédales en classe. Mais il y a un élève sage dans la classe, du moins en apparence, qui a son téléphone et qui filme la scène et qui la diffuse en temps réel sur Internet. Si bien que l'enseignant, quand il sort de sa classe, il y a son directeur à la porte de la classe qui dit « Je pense qu'il faudrait qu'on se parle. » Ah, c'est possible que ça arrive. Donc, les peurs qu'on a sont fondées. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on a peur des appareils mobiles. Pourtant, on ne semble pas avoir peur des iPads. Mais non, c'est parce que la différence qu'on m'a dit,
c'est que les iPads, on les contrôle. Oui, parce que c'est les iPads de l'école. On peut les barrer avec Apple Configurator, par exemple. On peut bloquer la caméra, on peut bloquer le réseau de la commission scolaire ou de l'école, puis empêcher certains sites malveillants ou d'autres choses de ce genre-là. On peut apporter toutes sortes de blocages. Dans le fond, c'est un peu comme si on donnait une Ferrari aux élèves, puis qu'on disait, on va la limiter à 50 km/h, puis tu as une piste de 500 mètres, c'est tout. Alors, on outille les élèves, mais est-ce qu'on les outille vraiment? Si on bloque tout. Oui, mais là, vous allez me dire, c'est bien beau ça, mais comment on gère ça? Comment on peut faire pour gérer ça? On a eu plein de pistes très, très intéressantes tantôt avec les jeunes. Ils nous en ont donné des pistes. D'ailleurs, je vais faire des liens avec ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Très, très intéressant. D'ailleurs, on voit qu'eux-mêmes se donnent des moyens de contrôle. Avant d'aller plus loin dans les moyens qu'on pourrait mettre en place, je vous propose d'aller un peu mieux comprendre ce que c'est que la réflexion éthique. Dans le titre de ma présentation, je dis qu'on va se poser des questions éthiques. Alors, je vous propose donc d'aller regarder ce qu'est la réflexion éthique pour mieux la comprendre et ensuite l'appliquer au contexte des appareils mobiles. D'abord, pour réfléchir sur des questions éthiques, la plupart du temps, on a besoin de partir de situations bien concrètes. Bon, il y a des éthiciens qui m'ont très clairement dit que pour faire de la réflexion éthique, on n'a pas besoin toujours de réfléchir sur des situations qui posent des problèmes ou des questions éthiques. On pourrait, par exemple, réfléchir sur le partage, par exemple, sur la notion de partage. Mais même si on fait ça, qu'est-ce qui va arriver? On va constamment se ramener à des situations concrètes pour donner des exemples. Alors, on va revenir de toute façon à des situations. Alors, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser? Parce que souvent, d'emblée, depuis tantôt, on en soulève des questions qu'on dit éthiques. En fait, quelles sont les questions qu'on soulève? C'est, est-ce que c'est à nous à éduquer les élèves à l'utilisation du iPad ou des technologies? Est-ce que c'est à nous, comme enseignants, à former les élèves à utiliser l'Internet adéquatement? Est-ce que c'est où la limite où je devrais permettre ou pas permettre ce que les élèves peuvent ou pas faire en classe? Ces genres de questions-là, ce sont des questions morales. Des questions morales que tout être humain normal se pose. Dans la vie de tous les jours, moi, pour agir, j'ai besoin de me demander comment je devrais agir dans une situation ou dans une autre. Donc, j'ai donc besoin de me poser ces questions qui sont plus des questions morales, c'est-à-dire qui me demandent comment moi je devrais agir, quelle est la meilleure façon d'agir dans un contexte. Les questions éthiques, ce n'est pas ça qu'elles font. Les questions éthiques, elles nous aident à comprendre les enjeux, ce qui est en cause dans une situation qui comporte des questions éthiques. Quelles sont des questions éthiques, par exemple? On peut avoir des questions éthiques qui sont des questions plus factuelles. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Par exemple, on parle des mobiles ou des iPads à l'école. Qui est concerné par la présence des iPads à l'école? Bien sûr, les élèves, les enseignants. Qui d'autre? Les parents, la direction d'école. Tout le monde, regardez le monde qui est ici. Tout le monde, on est concerné par la présence des appareils mobiles à l'école. Même les médias, il y a des médias qui sont ici aujourd'hui qui s'intéressent à cette réalité-là. Donc, juste de se poser la question de qui, ça nous donne toute une perspective. Ça nous permet de prendre du recul. C'est ça que fait la réflexion éthique. Elle nous aide à prendre du recul. Donc, les questions factuelles, quand on est dans une situation qui comporte des questions éthiques, nous aident à mieux cerner ce qui est en jeu, en tout cas les éléments factuels. D'autres questions qu'on peut se poser, ce sont des questions sur les points de vue. Quels sont les points de vue en présence dans cette situation-là? Tantôt, on a nommé plein de personnes quand on a posé la question de qui, mais chaque personne qu'on a nommée a un point de vue différent. Puis quand je dis chaque personne, là, on a vu tantôt, des fois, on a tendance à penser que les élèves pensent ça, mais quand on écoutait les élèves tantôt, ils n'ont pas tous le même point de vue. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui dit les choses de la même manière. Et qu'est-ce qui fait que chaque être humain a un point de vue différent sur une situation? C'est que chacun d'entre nous, on a des repères différents. Quand je dis repères, qu'est-ce que je veux dire? Bien, ça peut être simplement regarder les faits qu'on a nommés tantôt. Je demande à quelqu'un de décrire une situation le plus factuellement possible. Si on est 10 personnes, on va avoir 10 définitions ou représentations de la situation qui va être différente. Parce qu'on n'accorde pas de l'importance aux mêmes faits. On ne nomme pas les choses de la même manière. On n'a pas les mêmes sensibilités. Ça fait qu'on a des points de vue différents à cause de ça, parce qu'on a des repères différents. Dans les repères, quels sont d'autres repères qu'on peut avoir? Ce sont, par exemple, des normes.
Des normes, tantôt, on a nommé les règles qui ont été qui sont en train de s'instaurer dans les écoles pour mieux gérer, les codes de déontologie, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi les lois, hein, parce que des fois, si on fait une utilisation qui pourrait être criminelle, on pourrait même faire une utilisation criminelle avec un appareil mobile, avec un iPad, par exemple. Alors donc, il y a des lois qui sont en cause. Donc, quelles sont les lois qui peuvent être concernées par cette situation-là? Mais des normes, ce n'est pas seulement des lois. Ça peut être, par exemple, de la culture. Pensons aux jeunes. Tantôt, ils nous parlaient de leur réalité à eux autres. Les jeunes, entre autres, moi, j'ai des ados à la maison chez nous. Mais mes ados, là, ils en ont des normes entre eux. À l'école, tu ne dis pas ça. « Hey, papa, je suis devant mes amis, dis jamais ça. » C'en est une norme, ça. Faut jamais. Ils ont leurs propres normes à eux qui peuvent varier d'un contexte à l'autre aussi. On a des normes, mais aussi on a des valeurs. Qu'est-ce que c'est que des valeurs, au fait? Souvent, on dit d'un jeune, « Ah, ce jeune-là, il a des vraies valeurs. » C'est quoi qu'on veut dire quand on dit des vraies valeurs? Bien, on peut des fois dire, il y en a pour qui c'est mes valeurs. Fait que c'est des vraies valeurs. Ou encore, on va plutôt faire référence à des valeurs qui font consensus social. C'est le partage, le respect, l'entraide. Alors, si ensemble, ici, on s'entendait sur 10 valeurs qui font consensus, bien, on pourrait peut-être arriver à ça. Mais même encore, si je demandais à chacun d'entre vous de le placer dans un ordre d'importance, bien, on arriverait à des résultats différents pour chaque individu. Donc, l'importance, l'ordre dans lequel on place, ça fait aussi partie des valeurs. Donc, une valeur, si on veut essayer de résumer ça simplement en quelques mots, c'est ce à quoi j'accorde de l'importance et l'ordre dans lequel je le place. Donc, chacun d'entre nous, on n'accorde pas de l'importance aux mêmes choses de la même manière. Je parlais des ados à la maison chez nous. Juste un exemple, si on est à table, autour de la table, je suis dans une famille reconstituée, ma conjointe est ici d'ailleurs, au fond de la salle là-bas. Alors, quand elle a 2 enfants, j'en ai 3, c'est tous des ados. Alors, selon qui est assis autour de la table, ils ne se passent pas toutes les mêmes affaires. Ils ne se comportent pas tous de la même manière. Ils n'accordent pas l'importance aux mêmes affaires parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont autour de la table. Ils n'ont pas les mêmes choses à prouver auprès de tout le monde. Donc, chaque être humain, nous-mêmes, nos valeurs peuvent varier selon les contextes. Et ce qui fait qu'il y a des questions éthiques, c'est justement ces divergences de points de vue-là parce que ça engendre des tensions. On ne voit pas tout le monde les choses de la même manière. Quand mon jeune me dit « Moi, je veux plus de liberté », moi, j'ai dit « As-tu plus d'autonomie? » On ne voit pas les choses de la même manière. On a des points de vue différents. Les autres questions qu'on peut se poser, ce seraient des questions sur les choix et les actions qu'on peut poser face à ces situations-là. Quelles sont les actions que je peux poser devant une ou l'autre des situations qui se présentent à moi? Et ce qui est important, c'est souvent, parce que dans une situation qui comporte des questions éthiques, souvent on a 2 solutions. On barre tout ou on débarre tout, par exemple. Mais il y a souvent plein d'autres solutions possibles. Et c'est là que la réflexion éthique, elle est grande et gagnante. C'est qu'on va chercher toutes sortes d'autres solutions. Et là, on tombe dans la créativité. Et qu'est-ce qu'on fait? On va s'intéresser à un ensemble de points de vue. On va choisir des choix qui vont tenir compte d'un plus grand nombre de points de vue. On va aussi s'intéresser aux conséquences des questions ou des choix ou des actions qu'on peut poser. Quelles sont les conséquences positives et négatives? Comme adulte, souvent, quand on parle à des ados et qu'on dit le mot « conséquences », on pense négatif. As-tu pensé aux conséquences de ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire les conséquences négatives. Mais il y a des conséquences positives pour le jeune qui pose un geste qui nous apparaît négatif. Pensons aux valeurs des jeunes. C'est important d'être populaire, d'être reconnu de ses pairs. Ils sont prêts à faire bien des choses pour ça. Alors donc, quand on se demande sur les conséquences, il faut aussi nommer les conséquences positives. Ça nous aide à avoir un portrait plus juste, plus clair, à trouver des solutions qui vont tenir compte d'un plus grand nombre de points de vue. On peut aussi s'intéresser, bien sûr, à ce qui va favoriser le mieux vivre ensemble. Puis souvent, quand on va faire de la réflexion éthique, on va se rendre compte que le mieux vivre ensemble, ce n'est pas une seule chose. C'est plusieurs solutions différentes qui peuvent être on tombe dans des zones de gris parce que plusieurs solutions peuvent être acceptables aux yeux de tous. Et des fois, c'est une combinaison de plusieurs solutions qu'on a envisagées déjà.
Mais pour faire de la réflexion éthique, on n'a pas nécessairement besoin de faire toutes ces étapes-là. Ça a l'air très séquentiel comme manière de faire, mais on pourrait s'intéresser à certaines questions qui pourraient être très éclairantes. Alors, essayons d'appliquer ça à la présence d'iPad à l'école ou d'appareils mobiles dans les classes. Allons regarder ce que ça peut vouloir donner. Si moi, j'étais enseignant, par exemple, parce que j'ai été enseignant, c'est vrai, j'ai enseigné une dizaine d'années. Alors, si aujourd'hui, j'étais encore enseignant dans une classe puis j'avais des élèves et que je voulais que mes élèves utilisent leur iPad, leurs appareils mobiles, la chose que je ferais, c'est que je demanderais aux élèves d'amener leurs appareils mobiles, je les placerais au milieu de la classe sur une table et je réfléchirais avec mes élèves. Et je leur poserais des questions de ce genre-là. En quoi les appareils qu'on a devant nous peuvent nuire aux apprentissages? Alors, on en a nommé tantôt des choses. Les élèves en ont nommé. Ça peut nuire, ça peut distraire. Je peux être distrait par mes jeux. Je peux avoir 200 messages dans ma journée, puis je n'écoute pas ce qui se passe. Je peux jouer à des jeux. Donc, ça peut être distrayant. On pourrait aussi se demander en quoi ça peut nuire aux personnes. On a nommé tantôt aussi des choses en quoi ça peut nuire à un enseignant, à d'autres élèves. On pourrait aussi penser que la présence des appareils mobiles des élèves, ça pourrait créer une inégalité entre les élèves parce que ce n'est pas tous les élèves qui ont accès aux mêmes ressources. Ce n'est pas tous les élèves qui ont... Il y en a qui ont 0 appareil mobile, puis il y en a d'autres qui en ont 3. Alors, on n'a pas tous les mêmes égalités. Donc, on pourrait s'intéresser à ces questions-là. En quoi ça peut nuire? On pourrait aussi se questionner sur les infrastructures. On parlait tantôt du réseau qui a de la misère à supporter dans les écoles. Ici, il y a de la misère à nous supporter, nous autres. Alors, on pourrait se questionner sur les infrastructures. En quoi ça peut nuire si demain matin, une école décidait de laisser entrer tous les appareils des élèves, que ce soit des appareils mobiles ou des ordinateurs, mais probablement que le réseau de l'école ou de la commission scolaire ne le supporterait pas. Parce que les infrastructures ne sont pas prévues pour ça. Sans compter que ces appareils-là pourraient entrer des virus puis d'autres éléments qui peuvent nuire au réseau scolaire, aux infrastructures de l'école. En plus, peut-être qu'on a besoin d'électricité pour ces appareils-là. Il faut être capable de les fournir, de les alimenter. Ça soulève toutes sortes de questions comme celle-là. On pourrait aussi se poser à l'inverse, en quoi ces appareils mobiles-là peuvent-ils aider à l'apprentissage? En quoi ils vont faire en sorte que les élèves vont mieux réussir? Et là, on va en trouver des tonnes d'exemples. Si vous demandez ça à vos élèves, vous pourriez être surpris. On a eu des exemples tantôt d'élèves qui nous donnaient des exemples en quoi ça les aide à mieux réussir à l'école. On pourrait aussi se demander en quoi ça peut aider aux personnes. On parlait d'équité tout à l'heure, par exemple. En quoi est-ce qu'on peut régler un problème d'équité avec la présence d'appareils mobiles des élèves? Par exemple, l'école qui doit assurer une équité entre tous les élèves, est-ce qu'elle doit leur fournir exactement tous les mêmes ressources? Ou bien elle va prioriser en fonction des élèves qui ont moins de ressources, si elle a des ressources à fournir aux élèves? On pourrait aussi se demander en quoi est-ce que ça pourrait aider aux infrastructures. Si on a moins d'appareils physiques à supporter ou à acheter, comment on pourrait investir cet argent-là dans d'autres manières de supporter la présence d'appareils dans une commission scolaire ou dans une école? Enfin, mais finalement, on pourrait bien sûr essayer d'établir ensemble des règles qui permettraient d'aider sans nuire. Cet exercice-là, on pourrait le faire avec une équipe école. On pourrait le faire avec nos élèves dans la classe. Ce n'est pas un exercice qui est limité seulement aux adultes. Parce que le danger de le faire seulement avec les adultes, c'est que les élèves ne se sentent pas concernés par ça. À propos des règles, on pourrait se poser des questions du genre, comment est-ce qu'on va les gérer? Est-ce que c'est juste moi, comme enseignant, qui gère toutes ces règles-là? Ou comment j'implique les élèves dans la gestion des élèves? Est-ce qu'eux peuvent jouer? Par exemple, dans une école, on m'a dit que s'il y a des élèves ne respectaient pas les règles qui entouraient l'utilisation des appareils mobiles des élèves, c'est le conseil d'élèves qui allait appliquer les sanctions auprès des élèves fautifs. Intéressant. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ne le respecte pas? C'est aussi important de prévoir ça à l'avance, pas de dire « ça va aller mal », parce que ça ne change rien, ça. Hein? Il faut prévoir qu'est-ce qui va arriver si on pose tel geste, qu'est-ce qui va se passer. Il faut donc avoir prévu ces choses-là, que les élèves sachent à quoi s'attendre. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Une exception, ça peut être dans le temps. Hein? Ce matin, pourrais-tu prendre un appel parce que mon père est embarqué dans l'ambulance ce matin. Il est parti en ambulance ce matin. Mais c'est sûr que l'élève que son père part en ambulance tous les matins, ben oui, c'est parce qu'il est ambulancier. C'est peut-être pas une exception. Mais c'est intéressant, ça nous permet de travailler la notion d'exception. Mais la notion d'exception aussi, elle peut être en fonction d'un besoin. Il se peut qu'on ne soit pas permis à tout le monde de faire telle chose, mais pour un élève en particulier, lui, c'est toujours permis. Ça aussi, c'est une exception.
Enfin, je vous propose des considérations. De toujours impliquer les élèves dans le processus. Si on exclut les élèves du processus de la réflexion éthique, puis de l'établissement, puis de la gestion des règles dans l'école, on risque de les désengager et on ne les prépare pas au monde de demain. C'est aussi très important de prendre en compte les points de vue des enseignants. Je dis des enseignants parce que ce n'est pas tout le monde qui est au même point. Dans une école, il ne faut pas que ce soit tout le monde pareil dans toute l'école. Il faut prendre compte de l'évolution, mais permettre à ceux qui veulent aller plus loin de le faire, puis ceux qui veulent prendre leur temps de le faire aussi. Et bien sûr, je l'ai dit tantôt, prendre autant en compte le positif que le négatif quand on analyse et quand on évalue des situations qui comportent des questions éthiques. Enfin, si on veut intégrer les iPads à l'école, il serait peut-être temps de réfléchir à la mobilisation d'un plus grand ensemble de technologies en classe. Merci. Comme Thierry n'est pas là, que je sais que j'ai regardé mon 20 minutes, là, j'ai 20 minutes 30 secondes. S'il y en a qui ont des questions, je suis prêt à les recevoir. C'était vraiment clair, oui. Ah, il y a une question ici. Bien, moi, je ne peux pas répondre que pour chaque école, c'est ça. La question, c'était, est-ce que ma conclusion, c'est qu'il ne faudrait pas priver les élèves des outils qui sont disponibles, qui sont à leur disposition? Mais je vous disais tantôt que quand on a des questions éthiques et qu'on veut prendre en compte les points de vue de tout le monde, ce n'est pas tous les milieux scolaires, ce n'est pas toutes les écoles qui sont prêtes à faire ça demain matin, à sauter le pas. Il faut préparer, il faut réfléchir. Ce que je dis, par contre, c'est qu'on ne peut pas prétendre vouloir intégrer des iPads dans une école puis faire exclusion de la gestion d'un ensemble puis de la préparation des jeunes à leur avenir, à l'utilisation efficace des ressources qui sont disponibles à eux. Et c'est ce qu'on va s'attendre d'eux dans le marché du travail. Quand ils vont aller sur le marché du travail, les jeunes, qu'est-ce qu'on va leur demander? On va leur demander d'être efficaces à utiliser les technologies qui sont autour d'eux. On va leur demander de collaborer, de trouver rapidement les ressources dont ils ont besoin, d'être disponibles en tout temps, de répondre à leurs appels en tout temps. À l'école, savez-vous comment on appelle ça? Tricher. C'est comme ça qu'on appelle ça à l'école. Mais dans le marché du travail, c'est ça qu'on va attendre d'eux. Alors, dans la mission de l'école, parmi les 3 missions de l'école, il y a entre autres qualifier. Mais si on exclut de qualifier les élèves à utiliser les technologies qui les entourent, mais je pense qu'on passe un peu à côté de notre mission.